Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan, défaite 4-2 du Milan lors du derby de la Madonnina, demi-temps très contrasté puisque le Milan menait 2-0 à la pause grâce à Rebic et Zlatan, but au 40e et 46e minute, mais l'Inter a remis les pendules à l'heure en deuxième période par l'intermédiaire de Brozovic à la 51e, Vecino à la 53e, De Vrij à la 70e et Lukaku à la 93e. J'accueille ce soir les dépités Nico et Aristide, salut à vous. Bonsoir. Ciao. Alors Nico revient comme souvent de Milan et va donc nous parler à la fois du terrain et de l'ambiance. Nico, on a tous en mémoire la finale de Ligue des Champions 2005, 3-0 à la mi-temps, puis 3-3, puis victoire de Liverpool au tir au but, c'est suffisamment douloureux, avec d'autres joueurs bien sûr. Mais là 2-0 puis 2-4, c'est d'une part exceptionnel et puis un peu honteux d'autre part, il faut bien le dire. Comment l'as-tu vécu? Franchement, c'est difficile parce que tout le monde, pas mal de supporters du Milan, après ce scénario tant rocambolesque, on a beaucoup pensé aux grandes humiliations qu'a subi le Milan dans ses aventures européennes, que ça soit même contre la Corogne, après avoir gagné 4-1 à l'aller. Il y avait eu encore un autre match que j'oublie où on avait pris aussi une rouste. Dortmund. Euh, enfin voilà. Mais là, on peut pas comparer ces Milans-là. Les autres, c'était des Milans conquérants. Ça, c'est un Milan qui, à la base, avant même de commencer, en début d'après-midi, quand on allait sur la route du stade, moi, je voyais 2 ou 3-0 pour l'Inter avant le début du coup d'envoi. Oui, c'est pour ça que j'ai dit Donc, avec d'autres joueurs. donc, au final, c'est pour moi, c'est des situations complètement différentes de ces moments-là. On a eu la chance de voir un Milan que je pense qu'on n'a jamais vu cette saison première mi-temps, qui vraiment m'a ébloui, on va dire d'une certaine manière, m'a redonné de la passion que j'avais perdue ces derniers temps, même ces dernières années. Et je pense que on a eu un grand Milan, pas certains disent une petite Inter. Moi, je pense que le Milan a vraiment mis en danger cette Inter, a les a pressés très vite, très haut, emmené par un Zlatan qui, malgré son âge, a une aura quand même sur ce groupe qui est assez impressionnante, même si ça s'est effondré en seconde période tout de même. Pour Et la je première pense que fois, à la parce que depuis qu'il était là, c'était pas terrible. mine de rien, on voyait quand même du mieux sur le terrain. Là, c'était le premier vrai test. On attendait ce Hmm. test face à l'Inter. Les 45 premières minutes, il y avait rien à dire. J'avoue qu'à la mi-temps, j'imaginais pas une seule seconde ce qui allait pouvoir se passer. Même un deux partout, je l'imaginais pas tellement le Milan avait le match en main. Je pense que Conte apparemment a eu son mot à dire aussi dans les vestiaires. On a vu une autre équipe aussi de l'Inter qui tout de suite, en marquant d'entrée de jeu, a complètement fait douter le Milan. Et là, malheureusement, c'est triste à dire, mais dès qu'il y a eu le premier but, dans les tribunes, on a commencé dans le virage, on a senti que ça allait tourner. Et parce qu'on a trop peu on a trop peu de, comment dire, de certitude dans ce Milan. Et pourtant, on dit toujours que marquer un but avant la mi-temps, ça met l'équipe adverse dans le doute. Sinon, on a réussi à en mettre deux avant la mi-temps. Et au final, l'Inter nous a retourné comme une crêpe. Et c'est là où c'est terrible, c'est qu'on a vu la différence entre deux groupes. Un qui joue pour le titre et qui est emmené par un entraîneur qui leur donne toute leur grinta. Et nous, Milan, qui a montré les faiblesses actuelles, ça veut dire aucun mental. Même si on a ramené Zlatan pour ramener du mental, bah, ça n'a pas été suffisant parce qu'en première mi-temps, même si certains pouvaient dire Milan aurait même pu rentrer à 3-0 au vestiaire, sur la deuxième mi-temps, il n'y a rien à dire, quoi. On prend un 4-0 sur la deuxième mi-temps, mais sans 2-3 parades de Donnarumma, ça peut être encore pire. Et bon, malgré la défaite et que ça fasse mal parce que ça fait la quatrième défaite consécutive dans le derby, ça fait, je crois, 7 ou 8 derbys qu'on n'a pas gagné en championnat exactement. Donc on passe celui-là en Coupe d'Italie avec le but de Cutrone. Mais bon, j'ai envie de noter quand même le positif dans le sens que pour le football italien de manière générale, si on se met d'un côté neutre, on a vu un putain de derby. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un derby de ce niveau-là, avec une intensité pareille. Avec des Faut quand erreurs même... défensives à l'appel, mais bon. Oui, après, il y a des erreurs défensives, mais on peut pas avoir 4-2 sans erreur défensive Eh oui, mais aussi. c'est pour ça que tu dis un super derby. Après, chacun ses goûts. Moi, j'aime les matchs fermés, mais si je comprends que certains On puissent a vu apprécier autre chose. Ouais. dernières années, on a vu des derbys, j'en ai vu quelques-uns, des derbys fermés où il y a eu un 0 et on s'est fait chier comme pas possible parce que personne ne voulait prendre de risques. Là, Milan a mis de la folie dans ce match en première mi-temps, parce qu'en première mi-temps était assez correct, il n'y avait pas non plus des erreurs dingues. Et c'est l'Inter qui a été obligé de mettre de toute façon de la folie pour revenir parce que il fallait qu'ils gagnent avec en plus la défaite de la Juve la veille avant, le jour d'avant pour recoller à la première place.
Mais en tout cas, on a vu une ambiance de dingue avec des tifos magnifiques. Il y avait une ambiance vraiment de folie dans San Siro. Et moi, j'ai envie de dire que voilà, si cette première mi-temps, elle peut permettre de construire quelque chose, malheureusement, le problème qu'il y a quand même à la fin, c'est que tu en as quand même pris 4 et que j'ai peur que ça fasse mal, surtout, voilà, je dis à Layou, j'ai peur que ça fasse mal au moral, que quand tu fais une première mi-temps pareille et que tu t'effondres, ça a montré quand même aussi toutes les lacunes actuelles qui sont tout sauf soignées malgré l'arrivée de Zlatan. Mais c'est vrai, quel contraste, Aristide, on se rappelle les matchs contre Brescia, contre Udinese et qu'on parvenait à remporter, mais finalement en étant à chaque fois dominé par notre adversaire et en perdant la bataille du milieu de terrain. Et là, la première mi-temps a été exceptionnelle côté milanais, c'est vrai qu'on n'a pas vu ça. J'aime dire, même pas que cette année, l'année dernière on n'avait pas vu ça non plus, enfin, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu le Milan jouer comme ça. Et Nico parlait de certains supporters qui évoquaient la possibilité d'une petite Inter. Moi je me suis quand même posé la question de savoir si l'Inter n'avait pas pris un petit peu ce Milan de haut. L'Inter n'a-t-il pas péché au départ par orgueil et finalement été remotivé par Conte à la mi-temps? Je suis d'accord avec toi sur toute la ligne. Je pense que l'Inter est arrivé effectivement sans ses armes sur le terrain. Donc ils ont été vraiment surpris, je pense, par notre engagement, parce que dès le début, dès les premières minutes, alors je sais pas si vous l'avez en tête, mais dès la 45e, 50e seconde, on a déjà une occasion de marquer. Tu parles de Donc on est Zlatan qui frappe au-dessus. Oui, c'est ça, tout à fait, sur un centre. Donc ça a commencé très fort. Je vais rejoindre aussi un peu Nico, je n'attendais rien de ce derby quelques jours avant le match et même le jour du match. J'étais, je pense, pas être le seul, peut-être comme toi MJ et comme toi Nico, un peu détaché ces derniers temps de ce Milan-là et de cette saison plus généralement. Donc c'est vrai que ce derby, au niveau de l'enjeu était pas énorme. L'enjeu était surtout pour l'Inter, du fait de rejoindre la Juve en première place, mais bon, nous, on sait que la course à la Ligue des Champions est terminée, donc voilà, on se bat pour la 8e, 7e, 9e place. Donc c'est vrai que l'enjeu en termes de points est pas énorme. Donc l'attente était pas énorme non plus. Je m'attendais aussi, comme Nico, à ce qu'on se fasse battre peut-être de 2-3-0. Et puis finalement, voilà, en regardant Beansport, la tension monte à chaque fois. Les joueurs rentrent sur le terrain. On a un magnifique, un tifo. Je ne pense pas que ce soit un tifo, mais quand les lumières s'éteignent, un jeu de lumière intermerda fait par la Courva Sud. Donc voilà, l'ambiance monte un peu et ça y est, on a beau être détaché de ce Milan-là ces dernières semaines, ces derniers jours, on se met dans l'ambiance du derby. Et c'est vrai qu'au début de match, on y croit, on fait un incroyable début de match. Ce qu'on appelle aujourd'hui dans les termes nouveaux une masterclass de première mi-temps, on peut le dire, parce que comme tu l'as dit MJ, je pense que ça fait pour ma part des années, des mois, voire des années que je n'ai pas vu un Milan avec mettre autant d'intensité et autant en plus de l'intensité de justesse technique, je dirais même sur une mi-temps, parce que quand on voit Kessié réussir 3-4 passes en une touche au milieu de terrain, on se dit que ça y est, ça peut être peut-être notre match. Donc j'étais très très surpris de la première mi-temps, vraiment une masterclass, un match parfait. Et cependant, moi je suis pas comme Nico, là où je le rejoins moins, c'est quand il dit voilà à 2-0, on s'imagine, ça me paraissait difficile d'avoir un 2-2 à la fin. Je me rappelle effectivement moi avoir posé un message sur la CM Zone en disant qu'importe ce qu'il arrive à la fin du match, je suis tellement satisfait de cette première mi-temps que limite je peux mourir tranquille. Donc voilà, je m'attendais moi à une remontée très Confirmes-tu forte. ce jugement? Oui. Ah oui, oui, D'accord. oui, je m'attendais complètement. Vraiment, je m'attendais. Je suis très déçu. Effectivement, on a vécu un vrai ascenseur émotionnel. Non mais c'est On pas n'a ça, pas c'est gagné le ce côté match. détachement du résultat final. C'est-à-dire quand tu dis peu importe ce qui se passe en deuxième mi-temps, etc., la deuxième mi-temps n'a pas terni ton enthousiasme. Si, complètement, parce que effectivement, même si j'étais sûr que l'Inter allait remonter, il y a toujours une part d'espoir. À 2-0, on se dit que tout est possible. Mais effectivement, enfin, à la fin du match, j'étais dévasté, j'avais le cœur serré, c'est évident. Mais au moins, ce que je voulais dire par là, c'est que j'avais vu un Milan tellement conquérant en première mi-temps que, allez, même si on perdait ce match, j'aurais été au moins content et je me serais peut-être satisfaite juste de cette première mi-temps. Je préfère ça au match aller où on perd finalement 2-0, on n'a rien montré du match et Inter nous a dominé de A à Z. Là, on vibre. Là, l'ascenseur émotionnel est important. On a le cœur serré à la fin, mais au moins, on a vu quelque chose sur le terrain. On a vibré comme ce Milan a vibré, comme les supporters, je pense, de la Courva Sud ont vibré en première mi-temps. Et c'est ça qui compte. Et après, je rejoins Nico sur le fait que, voilà, la différence entre l'Inter et nous, c'est que nous, on n'a aucun mental. Et malheureusement, ce Milan-là, on fait 48 premières minutes superbes. Et puis, 2 minutes, on domine pas. Pendant 2 minutes, on subit. Ces 2 minutes-là, on se prend 2 buts. Et c'est là qu'on voit les équipes au mental fragile et au contraire les équipes qui
ont certaines ressources comme l'Inter, alors je ne vais pas comparer l'Inter avec le Real Madrid, etc. Mais voilà, ce genre d'équipe comme l'Inter commence à le devenir, ou comme la Juve, ou comme le Real, peuvent être dominés la moitié, voire les trois quarts du match, peuvent souffrir, et sur quelques minutes, quand c'est leur tour d'attaquer, c'est là qu'elles font très mal, et nous on l'a vu, et c'est ce qui nous sépare de cette équipe aujourd'hui, c'est que malheureusement le Milan, pour qu'il puisse gagner un match comme cela, soit contre l'Inter ou contre la Juve, on peut le voir jeudi, je pense, alors j'espère pas, mais il se peut que ça se passe comme ça, c'est qu'on a besoin de dominer un match de A à Z, 90 minutes pour pouvoir gagner, parce qu'on ne sait pas subir et souffrir sans perdre nos moyens, et on l'a vu sur ce match. Alors déjà pour appuyer ce que tu disais sur l'entame de match, effectivement il y a la 9ème minute également, Çalhanoğlu qui frappe sur le poteau, pour une fois que c'était pas dans les nuages. Après cela dit, il y a eu quelques incursions côté interiste également. À la 12ème il y a une bonne intervention de Donnarumma devant Skriniar, et à la 19ème il y a une tête de Godin juste à côté sur un corner de Sanchez, plus une reprise écrasée de Vecino sur un centre de Lukaku à la 25ème. Donc l'Inter a eu quand même quelques occasions en première mi-temps également, mais c'est vrai que c'était archi dominé côté milanais. Moi je m'interroge Après faut pas... mais Nico, je vais te donner la parole, t'inquiète pas, mais je m'interrogeais, pour te donner une piste de réflexion, puis tu pourras compléter, sur, si tu veux, l'attitude d'une équipe en coupe de division inférieure qui oppose à l'adversaire réputé plus fort un défi physique pour essayer de le prendre à la gorge et le faire douter. Bon, ça dure qu'un temps, mais est-ce qu'au niveau du talent, à un moment donné, on n'est pas rattrapé justement par notre déficit d'individualité, de collectif aussi bien sûr, mais d'individualité, de talent tout simplement, à commencer par l'entrejeu, par rapport à nos adversaires? Après, il y a toujours qu'un match un derby, d'un moment la position dans le classement, et ça en Italie, surtout le Milan-Inter, c'est des équipes tellement proches à la base, même si cette année on est à l'opposé au classement quand même, ça reste, il n'y a jamais eu où le favori, combien de fois le favori dans ce match-là est tombé peut-être par orgueil de dire quand il y a des grosses différences. L'année où Milan met 3-0 à l'Inter, j'y étais, et je crois que l'Inter était bien plus haut par rapport à nous, était vraiment dans le dur. Donc, et c'est ce qu'ils se disaient de toute façon par les journalistes. C'est sûr que si tu regardes ce qui se passe actuellement, automatiquement, l'Inter, comme j'ai dit, si ça avait été pas comme par rapport au match aller, je voyais un 2-3-0 sans exister vu ce qu'on montrait dernièrement. Voilà, après, dans un derby, tout peut se passer. Les joueurs, mine de rien, même ces dernières années, même si on a été souvent ridicule, enfin, qu'on n'a pas gagné, grand-chose, souvent quand même les joueurs dans les grands matchs ont quand même montré du caractère. Ils se sont battus, et on a rarement pris des grousses, il n'y en a pas eu beaucoup, mine de rien, en championnat en Italie. Bah ça y est, on l'a. Donc, ouais, moi je trouve que je pas ça comme une rousse. Après, on prend 4 buts, mais 2 minutes avant, à la 90e, Zlatan touche le poteau. C'est vrai. Je vais dire que ça se juste avant aussi. Oui, Eriksen touche la barre sur un magnifique coup. Voilà, 80e. Eriksen est terrible cette fois. Je l'avais oublié celle-là. Mais non, mais c'est pour ça que pour moi, c'est pas une rousse comme j'ai vu le 4-0 du Napoli de Sarri à San Siro. Il y a eu quoi d'autre? Le 4-0 qu'on prend en finale de Coupe d'Italie contre la Juve. Ça, c'est des rousses. Et par exemple, le 2-0 qu'on a pris à l'aller, comme il dit Aristide, pour moi, ce match-là, en tant que supporter, il est plus facile, on va dire, entre guillemets, à accepter comme défaite, où tu vois pas du tout le jour et tu ne montres rien. Et ce jour-là, l'Inter a montré de A à Z qu'elle avait été plus forte. Le Milan n'avait tiré, je crois, qu'une seule fois au but. Et encore, c'était non cadré. Là, mine de rien, pendant 45 minutes, je peux te garantir que même si à la fin, vu que le stade était à 80% interiste, ils étaient bien contents de faire la fête, mais à la mi-temps, il fallait voir à côté, ils n'avaient pas senti venir ce qui allait se passer. Eux, ils se voyaient déjà recoller, se dire on va taper un petit Milan. Et voilà, l'Inter a mis de la folie. En plus, sans changer de joueur, avec les mêmes gars, apparemment, Conte dans le vestiaire de ce qui ressort en Italie a eu un gros discours. On le sait qu'il est balèze. De notre côté, nous, on a eu Pioli qui apparemment n'a pas su aussi arriver à tenir les gars parce que l'équipe s'est effondrée. Et que l'Inter, quand même, allait attaquer d'entrée de jeu, ça se savait, ça allait du tout pour le tout. De toute façon, pour l'Inter, perdre 2-0 ou 3-0, ça aurait été la même. Donc, il allait avoir des espaces. Et pourtant, l'équipe s'est complètement effondrée. Et des joueurs qui, en première mi-temps, comme on va revenir après, mais des Kessié et Çalhanoğlu qui ont fait une grosse première mi-temps, surtout Kessié, ont complètement disparu en seconde période. Ils se faisaient manger au milieu de terrain. Et après, c'est comme tout, la confiance, elle a changé de camp. Et face à une équipe qui fallait voir Lukaku sur le terrain, il transcendait le public. Il transcendait ses coéquipiers à côté.
et on s'est fait bouffer par une équipe au final qui est plus forte que nous, et donc c'est pour ça que pour moi c'est pas une rouste. Oui, plus forte que nous, c'est-à-dire que tu soutiens ce que je dis, c'est-à-dire qu'au début on a couru comme une équipe qui joue la coupe, hein, une équipe de bas de classement ou une équipe de série B, et puis le Non, c'est talent plus des ça. adversaires, le talent supérieur des Et, adversaires nous a rattrapés. Parce que là je sais même et pas puis, si on peut parler en première mi-temps de victoire tactique, on a juste bien quadrillé le terrain et couru, on s'est donné à fond, seulement on a grillé toute on a notre vu, énergie, on n'a pas été capable de refaire la même chose en deuxième mi-temps, voilà, parce qu'ils on ont a- été plus forts que on a nous. vu- on a vu beaucoup moins d'erreurs techniques. Ces derniers temps. Il y a eu quelques phases de jeu. Alors après, moi, vu du stade, peut-être qu'il y avait l'engouement, ça, j'ai peut-être à chaud encore, mais j'ai trouvé qu'il y a eu de belles phases de jeu. Il y a eu réellement de Çalhanoğlu, Rebic à jouer ensemble, avec les montées de Teo Hernandez, Zlatan qui redescendait, qui aérait le jeu. Même Çalhanoğlu, très peu d'erreurs techniques, il a pas mal aéré. Benacer a perdu très peu de ballons au milieu de terrain, il a permis beaucoup de fluidité au milieu de terrain. J'ai trouvé vraiment que les joueurs ont monté leur niveau. Alors peut-être qu'ils ont pu le faire que sur 45 minutes, Eh oui. mais j'ai pas trouvé que c'était juste du combat, tu vois. C'était Ouais, que non du mais combat et que du combat. On a eu plusieurs actions construites. On a eu plusieurs actions construites qui ont amené. Bon après, premier but sur corner de la saison du Milan, on n'avait pas marqué de la saison, mais je trouve que le but que par exemple met Milan le premier, l'ouverture de Castillero pour la tête de Zlatan derrière. Bon après il n'y a pas d'hélice, c'était pas Ouais, Andanovic avec ça, superbe. il était un peu court, mais Ouais, le superbe. but, il est franchement cette année, je sais pas si on a vu un but comme ça au Milan. C'est clair. C'est clair. L'ouverture de J'ai Castillo trouvé est qu'on a, superbe. j'ai trouvé qu'on a fait, même Castillero, qui par exemple a été un des joueurs qui a complètement aussi disparu. Ils ont tous disparu en deuxième mi-temps, à part Oui, un ou deux. tous. Mhm. Mais Jacques Castillero a fait une première mi-temps, le mec, il était partout. Et tu te demandes est-ce qu'ils ont explosé physiquement ou ils ont fait caca culotte. non mais, Voilà, c'est non, ce mais que je pense. d'accord. D'accord, mais pourquoi pas, mais dans ce cas, ce que je veux dire, Nico, et Aristide trépigne d'impatience, donc je vais lui donner la parole, ce que je veux dire, c'est que dans ce cas, on devrait le voir plus souvent. C'est-à-dire que si réellement il y avait du talent dans cette équipe, en tout cas plus que ce qu'on dit chaque semaine, ça devrait se voir contre le Brescia, ça devrait se voir contre Udinese, ça devrait se voir contre ces équipes-là. Parce que moi, la question que j'ai envie de poser à Aristide, en plus de sa réaction qu'il attend depuis quelques instants, eh bien, c'est sur quoi faut-il s'appuyer pour renouveler cette première mi-temps? Parce que ce sera peut-être pas si facile d'aller retrouver la motivation de jouer comme ça contre le Torino, c'est plus un derby, c'est pas la même intensité, et surtout, en face, ils vont jouer davantage regroupés derrière, donc ce sera peut-être plus difficile de percer les défenses adverses. Qu'en penses-tu? Bah écoute, t'as tout dit, MJ. Non, mais là, t'as Non, exactement c'est tout une dit. question, hein, Enfin, j'ai pas je n'affirme rien. Simplement, j'ai des doutes, si tu veux, sur notre capacité en termes de technique, de talent, de sens tactique, de données purement footballistiques. J'ai des doutes parce que sinon on l'aurait vu plus souvent, tu comprends? Donc ça me fait non, penser à ce mais qu'on disait sur Nocellino quand il ouais. jouait avec Zlatan, ce qu'il n'a pas été capable de réitérer après. C'est la même chose, c'est-à-dire qu'on a l'impression que dans certains contextes on peut se transcender, c'est souvent à court terme, mais en réalité sur la durée, nos lacunes nous rattrapent. C'est un préjugé peut-être, j'en sais rien, mais enfin, un préjugé c'est souvent quand on juge avant. Le truc c'est que là ça fait 10 ans qu'on juge, donc ça, on commence à avoir quelques petites notions et un peu de recul surtout. Non, mais on peut pas, effectivement, cette transcendance qu'on a lors des derbies, enfin qu'on a eu du moins pour ce derby, parce que je me souviens que les derbies précédents, on avait toujours énormément de mal à rentrer dans nos matchs, parce que même l'intensité physique pour les derbies, en ce qui concerne les derbies précédents, n'y était pas. Là, aujourd'hui, l'équipe a été transcendée dès le début, et effectivement, comme tu le dis, l'Inter, c'est une équipe qui, en plus, je pense, sur ce match, l'a pris peut-être un peu plus à la légère que les éditions précédentes. Ceci combiné au fait que l'Inter est une équipe quand même assez, disons, qui a un jeu assez plaisant et assez finalement, enfin pas complètement défensif du moins sur ce match en première mi-temps. Tout ça, cela combiné a fait qu'on a eu pas mal d'espace, qu'on a pu bien jouer, développer notre jeu technique, comme disait Nico, avec très peu d'erreurs techniques. Et c'est quelque chose qu'on aura, je pense, et là je te rejoins, du mal à faire contre le Torino, contre Brescia, etc. Donc la solution pour retirer ce genre de performance, malheureusement, c'est surtout dû au fait que c'était un derby et que l'équipe a été transcendée. Et je prends l'exemple qu'on cite souvent des fameux classicos de Ligue 1 Paris-Marseille. Pourquoi il y avait un journaliste qui disait il y a pas longtemps quelque chose de tout à fait pertinent, que Paris a déjà perdu ces dernières années sous l'ère Qatari contre tous les clubs de Ligue 1, excepté Marseille et peut-être un autre club. Pourquoi Paris ne perd jamais contre Marseille et ça se transforme tout le temps en roast de 4-0 à la mi-temps, alors qu'après ils ont du mal à faire à 1-0 avec Strasbourg parfois? C'est parce que contre Marseille, les gars se mettent en mode Ligue des Champions, ils sont sublimés, et du coup, ils ne prêtent pas ça à la légère. Et je pense que Milan, aujourd'hui, enfin, avant-hier, a eu cet état d'esprit qui a fait qu'on a eu des espaces, on a pressé très fort. Ça, c'est mon premier point. Par contre, là où je ne vois pas du tout, c'est que vous semblez dire, et je pense que vous dites, alors vous me dites si je me trompe, hein, mais que voilà, c'est dans l'ordre des choses que l'Inter, qui a un meilleur effectif que nous,
termine ce match en gagnant, parce qu'en première mi-temps, voilà, on s'est dépensé physiquement, etc. Mais finalement, l'ordre des choses, c'est que l'Inter gagne, puisqu'ils ont un meilleur effectif. Alors, avant le match, je vous aurais dit, il n'y a pas de débat, parce qu'on est tous d'accord pour dire on n'en attendait rien de ce match. Cependant, je pense que quand on mène 2-0 à la mi-temps, que ce soit du foot, du handball, du baseball, n'importe quel sport en professionnel ou handball, n'importe quel sport que ce soit en professionnel ou amateur, quand on a un écart comme ça à la mi-temps, on se doit de gagner le match, qu'importe l'intensité physique, les changements qu'on a mis en première mi-temps, mais que ce soit cet écart-là dans tous les sports, dans tous les le monde professionnel du sport, ce match-là, à 2-0 à la mi-temps, on se doit de le gagner, qu'importe l'effectif en face. Équipe qui fait marrer l'Europe entière depuis des lustres, excuse-moi, mais enfin on est quand même tombé plus bactère, on est 8ème du championnat, encore on était 11ème il n'y a pas si longtemps. Bien sûr, donc, bien sûr. Tu disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas de oui. confiance, mais oui, mais il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de sérénité dans cette équipe, donc qu'elle finisse par exploser après une mi-temps à 200%, je suis pas si surpris que ça. Évidemment que c'est une faute professionnelle, évidemment que c'est grave, évidemment qu'on doit jamais perdre ce match, mais on parle de ce Milan-là qu'on juge, nous, depuis qu'on fait des émissions, des lustres, hein, honnêtement, ça fait 10 ans, 11 ans bientôt qu'on fait cette émission, mais on voit la même chose chaque année quasiment, en tout cas depuis 5 ou 6 ans, donc on n'est pas surpris quoi finalement, et l'Inter étant tutoyant les premières places, je sais pas, ils sont passés premiers, je sais pas, je n'ai même pas regardé le classement tellement ça m'intéresse pas. Ils sont égalité je crois avec la Juve. Ils sont à égalité avec la Juve, très bien. Nous est très supérieur, et footballistiquement il n'y a pas photo entre les deux clubs, et d'ailleurs entre les deux entraîneurs. Je suis d'accord avec toi sur le fond, mais sur la forme, pour moi, là, on n'est plus dans la notion de Milan, les années précédentes, etc., le mental. Moi, je vois vraiment deux équipes qui s'affrontent. Il y en a une qui mène à la mi-temps 2-0. On est à 11 contre 11, il n'y a pas de fait majeur, il n'y a pas deux cartons rouges qui font qu'on termine le match à 9. Il n'y a même pas ça, il n'y a pas de décision arbitrale. On mène 2-0 face à une équipe, c'est du foot. On se doit de gagner le match, qu'importe la fragilité mentale, l'effectif, etc. Et c'est là où, effectivement, je suis d'accord avec vous, on le perd parce qu'on n'a pas l'effectif, etc. Mais ça reste quand même de la faute professionnelle, oui. Puisque ce match, on doit le gagner à la mi-temps, fait qu'au moins, on doit tenir le match nul. Au moins. Bien sûr, mais je suis d'accord avec toi sur cette question-là. Qu'est-ce que tu veux, on n'en a pas été capable. Et aussi, on joue contre une équipe qui a l'habitude des grands rendez-vous, qui joue la Ligue des Champions, etc., qui sait gérer les temps forts, les temps faibles, les zones de vérité, comme je le dis souvent, chose que Milan ne sait plus faire depuis des années. Oui, les grands matchs, on n'en joue pas souvent quand même, on n'a pas l'habitude. Et nos joueurs, on critique sans arrêt certains joueurs qui sont prometteurs, etc., qui ne confirment pas. Bah oui, mais ils jouent jamais de grands matchs, ils en jouent un ou deux par an. Donc c'est pas dans ce climat-là qu'on peut réellement progresser, s'affirmer. En réalité, nos meilleurs joueurs auraient dû nous quitter il y a longtemps. Nico. Oui, je voulais juste rajouter un dernier truc pour vous dire quand même que même les supporters minins n'ont pas été surpris le virage, même s'il y avait une grosse déception. Quand il y a eu le but de l'Inter, alors qu'il y avait une ambiance de dingue pendant toute la mi-temps, ça a chanté dans les tribunes pour chambrer les interistes. Dès qu'il y a eu le premier but, il n'y a quasiment plus eu un bruit jusqu'à la 90e. Ah, ça m'étonne pas. Même nous, on a fait caca culotte dans la tribune. On s'est dit, ils vont pas nous le faire. Et on l'a vu qui vont faire. Je l'apprends de Jérôme Roten quand même. Je le dis. Non, je l'apprends de Jérôme Roten. C'est ce qu'il avait dit à l'époque du PSG quand il arrive en 8ème de finale de Ligue des Champions. Ouais. C'est ça. Voilà. Bah, mais c'est ce qui s'est passé. Dortmund quand même. Hein. Je sais pas s'ils vont passer, mais enfin, je pense qu'il y a des chances qu'ils arrivent en quart pour une fois. Oh, au bout d'un moment, ça devrait passer. À force. Bon, Nico, tu nous donnes ton top? Alors un top, moi j'en ai que deux. Parce que j'ai du mal à mettre mettre des joueurs qui n'ont pas fait 90 minutes, qui n'en ont fait que 45. Donc je vais mettre Bennacer, qui a pour moi sorti vraiment une très belle prestation au milieu de terrain. Et j'ai trouvé qu'en deuxième mi-temps, quand l'équipe a énormément subi, même si lui aussi il a quand même baissé par rapport à sa première mi-temps, il a quand même toujours essayé de repartir vers l'avant, à essayer de beaucoup proposer. Et je trouve qu'il a eu très peu de ballons en plus, parce qu'il tente pas mal de dribbles quand même, il prend des risques tout de même. Et à un moment, je me suis dit, il prend des sacrés risques. Et je me suis rappelé Montolivo, Biglia, et je me suis dit, bon, c'est quand même mieux ça quand même que ce genre de type. Donc voilà, donc bon point pour Bennacer. Et le premier, il a été de façon de A à Z, que ce soit. Avec l'avant-match, il a rien dit à l'avant-match. Mais après-match, il a été balèze aussi en conférence d'après-match. C'est Zlatan, je pense qu'à un moment, il faut rendre hommage à ce bonhomme qui a quand même 38 ans. Que même moi, j'avais des doutes de comment il allait arriver. Certainement, il a dû s'entraîner de son côté parce que c'est un grand professionnel. Mais 2-3 mois qu'il était parti de son championnat américain dans lequel ça faisait 2 ans qu'il y était, qu'on disait oui, il marque 30 buts, 20 buts, mais bon, c'est là-bas aux États-Unis. Il sort une prestation là où tout le monde l'attend. Il était déjà loin d'être ridicule depuis le début, mais il sort une grosse prestation.
physiquement, il a répondu présent dans le premier gros match de la saison pour lui, avec le Milan. J'ai vraiment eu l'impression que c'est lui qui a porté aussi cette équipe en première mi-temps. Ça n'a pas été suffisant en seconde, mais je trouve qu'en la mi-temps, il a répondu. Quand il a eu des ballons, il a été propre, il a essayé de les mettre dans les meilleures conditions. Après, on a quand même eu beaucoup moins le ballon. Mais c'est un monsieur, et certains critiquent quand même que ce gars-là n'a jamais gagné champion, qu'en gros, il est fort qu'avec les petits. Il faut quand même pas oublier le palmarès qu'il a. Et souvent, il y a eu des grands matchs, que ce soit en Espagne ou en Italie, quand il était à la Juve ou à l'Inter, et même chez nous à Milan, où des fois, il y a eu des victoires 1-0, et c'était des buts de lui dans les grands matchs. Donc, alors peut-être qu'il avait un truc en Ligue des Champions et que c'est jamais passé. Ronaldo n'a jamais gagné, le Brésilien n'a jamais gagné la Ligue des Champions. C'est pas pour autant que c'est un très grand attaquant, peut-être le meilleur qu'il y a eu. C'est vrai. Je comparerais pas Mais il y a un Zlatan à moment, Ronaldo quand même, hein, mais bon. je compare pas non plus. Ronaldo, c'est le talent au-dessus, mais beaucoup de monde, des fois, disent oui, Zlatan, il est pas si haut que ça parce qu'en Ligue des Champions, il a jamais rien fait. Ouais, mais quand même, à l'échelle, à chaque fois nationale, que ce soit quand il était au Barça contre le Real, une fois, il y a eu une victoire 1-0, c'est lui qui a mis le but. Nous, à Milan, quand on a gagné le titre, les victoires 1-0, c'était Zlatan qui les marquait dans le derby à chaque fois. À l'Inter, il a su nous faire mal dans les derbys. À la Juve, il a su faire mal aussi quand il était. À l'Ajax, quand il joue contre le Milan, il sort un sacré match quand il y a eu le 3-2 à l'époque. C'est un sacré joueur et faire ce qu'il fait à 38 ans. Il est rentré dans l'histoire car c'est le premier joueur c'est maintenant le joueur le plus vieux qui a marqué le plus vieux dans un derby. Et après le match, derrière, il a massacré l'Inter. Il a aussi dit les vérités sur le Milan, les gros défauts qu'avait le Milan, mais il a aussi massacré l'Inter en disant que c'est pas une équipe qui pouvait gagner le Scudetto et qu'elle avait tout joué sauf comme une équipe qui joue la deuxième place. Et à ta longue série, tu peux ajouter Italie-Suède 2004, hein, bien évidemment. Puisqu'on se rappelle cette fameuse aile de pigeon qui élimine l'Italie. Donc, j'ai pas oublié ça. C'est ça. Voilà, mais sur ce match, Nico, je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas de problème, évidemment. D'ailleurs, j'ai le même top que toi, donc je vais pas du tout polémiquer. Et ce que je veux dire simplement, c'est qu'avant ce match, moi je le trouvais pas terrible. Je suis désolé. Je le voyais vendanger des occasions régulièrement. Je le trouvais assez décevant sur le terrain. Alors peut-être mieux que ce qu'on pouvait attendre d'un mec de 38 ans, mais j'étais pas enthousiasmé particulièrement par Zlatan. Sur ce match, je suis totalement d'accord avec toi. Ça a été le meilleur avec Benacer, il n'y a rien à dire. Et on espère qu'il nous ressortira des parties de ce genre plus souvent. C'est tout ce que je dis. Aristide. Je te rejoins du coup MJ sur le fait que avant ce match, pareil, je trouvais que Zlatan vendangeait énormément d'occasions et surtout des faciles et des occasions qui comptaient énormément puisqu'on ne menait pas toujours quand il y avait ces occasions-là. Donc je le trouvais très moyen avant ce match. Donc je voulais juste mentionner ça. Et pour mon top, j'ai mis une mention honorable parce que j'aime bien mettre des mentions honorables, une sorte de 4e place un peu du podium à Rebic pour sa première mi-temps. Alors Rebic, c'est un joueur qui a beaucoup de déchets. Il a beaucoup de déchets parce qu'il tente beaucoup de choses en 1v1. Ça change du coup de certains joueurs offensifs comme Baka. Je l'avais jamais entendu à l'oral celle-là, mais d'accord, j'apprends des choses. Et en 1v1, il tente beaucoup de choses. Et alors, il y a pas mal de déchets. Par contre, quand il passe, c'est une occasion directe. Donc ça change de certains joueurs offensifs comme par exemple Çalhanoğlu qui a l'habitude de jouer plutôt en retrait et puis souvent de les rater en plus. Donc voilà, une mention spéciale à Rebic pour sa première mi-temps. En troisième place, j'ai mis un joueur pareil qui est disparu comme tout le reste de l'équipe. Je suis d'accord en seconde mi-temps, mais j'ai mis un joueur qui me fait plaisir ces derniers temps, que j'apprends à aimer et que je me surprends à aimer. C'est je m'attends à tout. Je l'attendais pas, mais non, c'est Castillero. Ouais. Castillero qui, depuis son remplacement sur l'aile en 4-4-2 et le 4-4-2 Pioli, fait vraiment, je trouve, des matchs assez consistants, réguliers, intéressants, avec un peu plus de panoplie que le fameux crochet du gauche de Suso. Donc non, je le trouve vraiment très intéressant. Le but vient de lui comme l'a dit Nico, hein, la belle transversale sur Ibrahimovic qui l'a remis à Rebic, c'est lui, et la transversale est magnifique. Et vraiment, je trouve percutant, vraiment un joueur que je me surprends à aimer. Donc j'aime Castillero, 3e place. Second, j'ai mis Ibra. Alors là, pareil, je m'attendais pas à un match de sa part à ce point intéressant, quoi. Il a tout fait, même. Alors Nico a sûrement vu du stade mieux que moi, mais c'est vrai que quand il redescendait un peu plus au poste de numéro 10 et qu'il faisait ses petites déviations sur Hakan ou Rebic, ou même qui faisait respirer le jeu en faisant des petits décalages sur l'aile et sur l'autre aile, etc. Enfin, il a vraiment réussi beaucoup de choses en première mi-temps. Alors après, il a un peu plus disparu, mais c'est vrai qu'il a été exceptionnel. Puis un but, une passe D à la fin. Les stats y sont et c'est incroyable de le voir à ce niveau-là. Et ça me fait un peu de peine quand même parce que ça me renvoie toujours au niveau
dans lequel on évolue maintenant, c'est-à-dire à compter sur un Zlatan de 38 ans qui revient nous faire du bien et nous mettre des buts dans les moments décisifs. Et je me suis rendu compte sur ce derby-là, ce qui n'était pas le cas les matchs précédents, qu'on en a vraiment besoin. Du coup, ça me renvoie un peu à ce que Milan est devenu et ça me rend un peu triste et nostalgique d'il y a 10 ans, finalement. Et en première place, Nicolas Mignon en premier aussi, c'est Benacer, puisque c'est le seul joueur qui a fait une bonne première et une bonne deuxième mi-temps. Je le rejoins sur le fait qu'il prend beaucoup de risques, mais comme il a un assez bon coup de rein en accélération et en vitesse, ça change tout, contrairement à Montolivo et Biglia, qui lorsqu'ils tentent quelque chose dans leurs 25-30 mètres, souvent ça termine par une balle perdue. Donc Benacer, il prend des risques, mais là je trouve qu'il a réussi quasiment tout ce qu'il entreprenait sur ce match. Donc je trouve que vraiment à 18 millions, pour l'instant, c'est vraiment une affaire ce joueur. Et ben c'est l'heure du flop, Nico. Alors le flop, Aïe. en numéro 3, Pioli. Parce que faire un remplacement à la 78e ou la 79e minute de jeu quand tu touches pas une quille en seconde période, je me suis dit mais combien de temps il va mettre pour changer quelque chose. Et quand tu voyais les deux entraîneurs après Conte, on l'a vu on le connaît un petit peu et avec la sélection italienne tout le monde l'a vu. C'est un gars qui le long de son banc de touche s'agite, il rentrerait limite sur le terrain s'il fallait. Mais il fallait voir les deux entraîneurs en deuxième mi-temps, c'était le jour et la nuit. Il y en avait un, on aurait dit qu'il se cachait, qu'il demandait des conseils à son adjoint. Je veux dire, 78 minutes pour faire un changement quand tu as Çalhanoğlu qui n'existe plus et qu'on ne gagnait plus un ballon au milieu de terrain. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Rebic, pareil, qui avait complètement disparu en seconde période pour nous faire rentrer Leao. Enfin, qui était d'une nonchalance pas possible. Enfin, 30 millions. Bon. Leao, il n'est pas dans mon flop parce qu'il est rentré que 7 ou 8 minutes. Mais en plus, c'était dingue. Tu avais Zlatan pour finir juste sur lui. Et Zlatan sur le terrain, donc qui a toujours été nonchalant. Mais bon, on connaît le bonhomme, comme on dit, et la qualité et la classe qu'il a. Mais se comporter comme Zlatan quand t'as encore rien fait et que ce que tu fais, c'est tout sauf dingue, c'est très difficile en fait d'avoir un petit peu, on va dire, qu'il se crée un truc avec ce joueur que tu sais qu'il a déjà en gros un business plan de carrière, enfin déjà de partir dans 2 ans, enfin bon bref. Et que le mec sur le terrain, il se dépouille pas, quoi. Même dans un derby, il a 19 ans, t'as l'impression qu'il est déjà blasé, quoi. Même Nyang, dans un derby, il en faisait plus que lui, quoi. Il se donnait et tout, ça le transcendait. Lui, il est là. Wow. Ah, il a Enfin, marqué Nyang, hein. Au dernier oui, il a marqué. derby. La dernière fois qu'on a gagné, c'était Nyang et un doublé de Baka, je crois. Alex et Baka. Ah. Donc, voilà. Ouais, c'est ça. Et donc, bon, bref. Et pour Pioli, bon, on va se dire que de toute façon, c'est quasiment sûr que s'il n'y a pas de Ligue des Champions, même s'il y a Europa League, qui dégage. Donc, bon, on va prendre notre mal en patience pour lui. En numéro 2, je vais mettre Romagnol, que même s'il a récupéré 2-3 ballons des fois intéressants sur Lukaku, je trouve que Lukaku, bon après, c'est un sacré joueur, mais il l'a mis pendant tout le match, même en première mi-temps, dans de grosses difficultés. J'ai ce moment où Lukaku est pourtant quand même, je trouvais le joueur un peu lourd, Lukaku, bon après il a une grosse puissance physique. Ah oui, il lui a mis un coup de vitesse. Quand il a mis le coup de vitesse avec le ballon, j'avais de la peine pour Romagnoli, l'autre il lui a mis une flèche, il n'arrivait pas à le suivre. Pourtant, Romagnoli, il n'est pas super lent, mais je ne sais pas, je l'ai trouvé dépassé. Et en deuxième mi-temps, il a pris la marée en défense. Ils ont été nombreux à prendre la marée, mais c'est quand même le capitaine. Et pareil, niveau charisme, il n'a pas su faire quelque chose. Et on a un joueur qui, je trouve, vraiment stagne, même voire régresse au bout d'un moment. Et pour finir, Conti, parce qu'en première mi-temps, c'est peut-être le seul des 11 que vraiment, je ne l'ai pas vu, assez inexistant. Il se passe. C'est vrai. Après, ça joue beaucoup du côté de Théo de manière générale. Mais Conti, le premier but, c'est lui le deuxième but, c'est lui qui couvre complètement, qui couvre Alexis Sanchez. Mais pareil, alors lui, il a pris la marée en long, en large, en deuxième mi-temps. En première mi-temps, ça allait parce que l'équipe allait bien. Mais pareil, lui, il y a un moment, il va falloir se demander si cet été, va pas falloir le vendre. À mon avis, ça, c'est les joueurs Madine Gasperini. J'en suis sûr qu'il repart à l'Atalanta de Bergame. Il tournera, mais je crois que chez nous, faut arrêter le massacre. Eh bien, nous passons à Risky.
Ça a été très dur de se décider parce que j'ai beaucoup de flops et j'ai pas vraiment d'ordre. Je trouve qu'ils ont tous, il y en a beaucoup qui ont été mauvais, mais de façon égale. Donc comme j'ai eu des mentions honorables, j'ai des mentions déshonorables pour les flops. Donc le podium, la quatrième place du podium, j'ai mis les deux entrants, Leao du coup et Bonaventura. Pourquoi? Parce que l'un comme l'autre, déjà ils ont fait des entrées alors très peu convaincantes. Alors, non seulement parce qu'effectivement, on avait peu le ballon pour des joueurs offensifs, c'est compliqué, on avait perdu la maîtrise du ballon, mais aussi et surtout, comme alors Nicolas a annoncé pour Leao, vraiment nonchalant, on a l'impression qu'il a déjà tout vu, on a l'impression qu'il a l'âge de Zlatan, mais il a encore rien fait, donc c'est un peu dérangeant. Et pourquoi Bonaventura? Parce que Bonaventura, j'ai trouvé qu'il avait, enfin, je trouve, et surtout sur ce match, qu'il a pris 10 ans en l'espace Il a pas de joué un pendant mois. un an. Faut pas faire preuve Ouais, ah non, mais d'amnésie. quand Je trouve même, qu'on est non, mais dur quand avec même. lui. Non, mais MJ, quand Mais même, si, ça mais fait il a quand pas même joué quelques pendant matchs où c'est un an. compliqué. Mais il faut un an de récupération dans ces cas-là. Tous les Oui, sportifs le savent. mais Il est, quand même, il est dans MJ, le dur je juge depuis sur un ce bon match. mois. Oui, Oui, bien ça fait un sûr, bon mois. Et évidemment, cette évidemment. rentrée-là, il a pas apporté vraiment. J'ai l'impression que quand il est rentré, et c'est la première fois que ça m'a fait ça, j'ai l'impression qu'il avait vraiment pris quelques années et il avait aucune vitesse. Et à un moment, On il a disait le essayé de contraire faire en décembre. décrocher. Ah oui, non, mais bien sûr, mais c'est Ah, pour mais ça que bien je suis sûr, plutôt bah, il y a surpris. peut-être une raison. Oui, il y a peut-être une raison, mais moi, je juge en flop du match. Je Bien ne juge sûr. pas, effectivement. J'adore Bonaventura, c'était mon joueur préféré Mais à je Milan il y a sais, mais encore c'est pas pas une longtemps. critique C'est générale. Mais pas. j'en parlerai juste après parce qu'il y a des gens qui prennent un match pour l'ensemble d'une carrière parfois et c'est assez navrant. Donc je vais te laisser finir, mais après je vais dire deux trois trucs parce qu'il y a des choses qui commencent à m'agacer dans ce que je lis parfois. Non, bien sûr. Mais alors, je juge Bonaventura sur ce match, et sur ce match, je trouve qu'il n'a pas fait une bonne Oui, entrée, oui, qu'il a bien sûr. été lent, peu décisif, et à un moment, il a essayé de dribbler où il a fixé, je sais plus quel joueur sur l'aile droite, et tu sentais, j'ai l'impression que le gars était rentré était déjà là depuis le début du match, alors qu'il venait de rentrer il y a 5 minutes. Donc, ouais, vraiment, on sent que physiquement, il pêche. Et alors, j'ai entendu, alors je sais pas si c'est vrai, qu'il ne voulait pas renouveler son contrat. Bon, il a 30 ans maintenant, Bonaventura, il voulait pas renouveler son contrat qui expire bientôt. Peut-être qu'il a la tête ailleurs. Est-ce que c'est Mais lui qui veut pas? alors, ou peut-être c'est son agent, il est Areola maintenant, non? Ouais, C'est faut se ça, méfier des Bonaventura. rumeurs quand même, hein, parce qu'on n'a pas de certitude. Il y a beaucoup de choses qui sont racontées parfois et on ne sait pas si c'est vrai, hein. Non, c'est sûr. Mais pour Bonaventura, c'est un joueur que j'ai adoré. C'était mon joueur préféré au Milan. Ça l'a été pendant quelques années avant ses blessures, etc. C'est un joueur que j'apprécie encore énormément. Et je le juge, quand je le mets en flop, je le mets sur Oui, ce bien sûr. match. Et j'aurais pu le mettre sur les matchs précédents. On n'a pas fait d'émission, mais effectivement, depuis un mois, il a vraiment du mal. Et sur ce match, je pense qu'il mérite aussi d'être en flop. Bien sûr. Et donc, ça, c'est pour les mentions des honorables. J'ai mis Romagnoli en troisième place, Romagnoli et Conti. Alors, Conti, effectivement, on l'a pas vu en première mi-temps, alors que c'est le seul qu'on n'a pas vu. Et en deuxième, il prend l'eau, comme le reste de l'équipe. Mais Romagnoli, je suis pas mal déçu par Romagnoli quand même. Alors, on va reparler de l'amnésie, MJ, hein, je suis d'accord avec Ah toi. oui, mais Ça a je été vais en parler le meilleur aussi. joueur. Là, oui, Meilleur joueur depuis je m'y 3 ans, hein. attendais. Bien sûr, oui, c'est ce que j'ai dit, Eh ouais, meilleur mais joueur on l'oublie ça. des années depuis son arrivée en 2015, je crois. Donc extraordinaire. Voilà, il n'y a pas de débat là-dessus. Super joueur. Lui et Donnarumma partiront sûrement l'été prochain. Cependant, je ne peux pas m'empêcher de dire que Romagnoli est moyen, très moyen depuis le début de saison. C'est Il vrai. en pâtit, le reste de l'équipe, etc. Même en national, il a perdu sa place face à Acerbi, qu'on connaît quand même pas mal ici. Donc c'est vrai que Romagnoli a pris l'eau en seconde mi-temps. Déjà en première, c'était parfois pas mal sur les interceptions de la tête, sur les centres. Il a pris une fois vraiment l'eau face à Lukaku, et Nicolas bien souligné, alors que je pensais Lukaku pareil, un peu plus lent que ça, ou du moins Romagnoli un peu plus rapide. Mais sur ce match, à l'image de sa saison presque, il a été loin d'être irréprochable. Et en première position, alors je sais pas qui mettre, si je mets Hakan Çalhanoğlu, Kessié, pourtant ils ont fait. Alors je suis d'accord, hein, la première mi-temps est bonne, mais la seconde. En fait, la seconde, elle est terrible parce que ils réussissent plus rien, ils sont complètement transparents, ils sont cramés au bout de la 55e. Et si on prend l'eau, au milieu de terrain, c'est vraiment Kessié n'y est pas pour rien en seconde mi-temps parce que Benacer est seul au milieu, quoi. Donc Akan, il a complètement disparu, fatigué au bout de la 55-60, Kessié aussi, et Pioli a mis du temps effectivement à les sortir. Alors je vais pas épiloguer parce que je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Sur ce match, bien évidemment, les flops, les tops, il n'y a absolument rien à dire. Vous avez dressé un compte rendu, brossé un tableau réaliste de ce que j'ai vu. Donc je suis d'accord avec vous. Par contre, il y a des choses moi qui m'épateront toujours, c'est la déficience mémorielle de certains supporters, parce que depuis des années on empile les joueurs plus mauvais les uns que les autres, et les rares fois où ils sortent une prestation positive on en fait des cadors, et à côté de ça on en a d'autres, comme Romagnoli, meilleur joueur milanais, je le disais, des 3 dernières années,
qui porte l'équipe à bout de bras, y compris contre la Juve ou l'Inter d'ailleurs, hein, y compris dans les grands matchs. Mais exceptionnellement, cette année, après 3 ans excellents, c'est moins bien. Et on en fait un joueur moyen en oubliant, ou en faisant semblant peut-être d'oublier, tout ce qu'il faisait avant. Donc ça m'agace. Et même pire, Donnarumma par exemple, qui est certainement le meilleur joueur milanais cette année, si on prend la saison, se fait vilipender dès qu'il rate un match, et pas un mois là, hein. Là c'est pas un mois, c'est un match en général hein, qui rate Donnarumma, et c'est en réalité assez rare. Mais je sais même pas si je devrais être surpris, parce que de mémoire on faisait pareil avec Ambrosini lorsqu'il revenait de blessure, avant qu'il remit bien évidemment les pendules à l'heure quelques semaines après. Idem d'ailleurs avec Bonaventura en ce moment, dont on oublie qu'il n'a pas joué pendant un an, et dont on fait semblant de s'étonner qu'il marque le pas en ce moment. Alors au manque de reconnaissance s'ajoute d'après moi donc une méconnaissance crasse des contingences et des contraintes de récupération d'un sportif après une longue blessure. Tout le monde sait, hein, tout le monde qui se renseigne un petit peu sait qu'un joueur blessé longuement a besoin d'un temps équivalent à celui de la blessure pour récupérer. Donc que Bonaventura à 30 ans, après n'avoir pas joué pendant un an, marque le pas malgré un très bon mois de décembre, c'est normal. Et ça, n'importe qui devrait le savoir. Mais non, il faudrait laisser en penser que le joueur est fini. Non, il a 30 ans, il a encore certainement de belles années devant lui, simplement c'est pas la meilleure période pour lui. Voilà. Et Romagnoli, c'est un cas un petit peu différent je pense. Je crois que pour progresser à cet âge-là, il faut jouer des grands matchs. Et je pense que Romagnoli, malheureusement, n'a pas pu franchir de palier parce qu'il était entouré de bras cassés pendant des années, qu'il était trop grand pour ce Milan-là. Cette année, du coup, il marque le pas. Je pense que ça se joue dans la tête. Je pense qu'effectivement, ce n'est pas un leader. Ça, je suis totalement d'accord avec vous, même si je n'oublie pas que lorsqu'il évoluait aux côtés de Bonucci, par exemple, il y a 2 ans, il était meilleur que Bonucci, qui lui est censé être un cador, qui lui est censé être un ténor. Donc Romagnoli, moi, je ne l'enterrerai pas. Je pense qu'il a un petit passage à vide qui va rebondir. La question, c'est où? Voilà, et je pense qu'on a la chance d'avoir un défenseur comme ça, même s'il est moins bon en ce moment, parce que je pense à l'avenir, mais que c'est sûr, si le Milan ne joue pas de Ligue des Champions, si le Milan joue 2 gros matchs par an, eh bien les jeunes, il est pas extrêmement jeune Romagnoli, mais un type qui est arrivé jeune au Milan, ne peuvent pas progresser, ne peuvent pas avancer. Donc pour ce qui est de son plan de carrière à lui, pour ce qui est de son évolution personnelle, il est clair qu'il aurait mieux valu qu'il quittât le Milan l'année dernière ou il y a 2 ans. C'est certain, il aurait progressé davantage. Oui Nico? Je te rajoute un truc sur Romagnoli. Je crois que Romagnoli a 25 ou 26 ans. Et moi, ça, c'est mon avis. Après, c'est que mon avis. Mais je pense que vu la saison actuelle, autant Donnarumma, s'il n'y a pas de renouvellement de contrat, il partira. Mais je pense pas qu'après une saison comme ça, Romagnoli trouvera un club d'un standing au-dessus du Milan. Et je pense que l'année prochaine. Mais je pense que s'il y avait peut-être un moment, à l'époque, il y avait des grands clubs intéressés. Je pense qu'aujourd'hui, en Europe, hors Italie, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui le regarde réellement, à part des entraîneurs. À l'époque, c'était surtout des entraîneurs italiens qui voulaient le ramener en Angleterre. Pour l'instant, il n'y en a pas, à part Ancelotti à Everton. Si c'est pour partir à Everton, il faudra voir. Et pour ce qui est ensuite de l'Italie, actuellement, que ce soit la Juve ou les équipes comme l'Inter, voilà, je le vois pas aller dans ce genre de club. Donc, on verra. Et tant mieux pour le Milan. Peut-être, comme tu dis, peut-être que c'est juste une année, et je le souhaite que ça soit juste une année assez moyenne. Mais je pense qu'au bout d'un moment, si Romagnoli est peut-être encore au Milan, c'est peut-être qu'il a peut-être pas le niveau pour aller au-dessus aussi. Mais il l'a plus. Et comme l'a dit Aristide, il a perdu sa place au profit d'Acerbi il n'y a pas si longtemps. Et pourtant, Acerbi, on l'a eu. Et Acerbi, quand je le vois sortir les matchs qui sort avec la Lazio, il n'y a pas photo entre les deux joueurs aujourd'hui. Ouais, après, c'est pas le même âge, mais il n'y a pas photo entre les deux joueurs. Acerbi, je pense que d'un fois on en parlait tous les deux que tu avais du mal à l'imaginer quand même titulaire à il est plus l'Euro. Talentueux intrinsèquement, mais à l'heure actuelle il est évident qu'Acerbi est plus fort. Oui. Moi je me mets à la place de Mancini à l'Euro, j'envoie Acerbi les yeux fermés titulaire quand même, à la place de Romagnoli. Au passage, tu rappelles qu'on a eu Acerbi, je rappelle qu'à l'époque on préférait Mexès. Hein. Oui, après Acerbi on l'a eu, il était minable. Hein. Oui, il avait eu un gros, je crois qu'il l'avait eu sans problème, je sais pas si c'est à Milan ou c'est juste après Milan qu'il avait eu son cancer des testicules, je crois, un truc comme ça. Il avait eu un gros truc qu'il avait mis à l'arrêt quasiment une année, je crois. Non mais on a perdu une grande capacité, c'est celle de déceler les potentiels, j'arrête pas de le critiquer. Rappelez-vous à l'époque, même, il était venu jeune. Hein. Mais rappelez-vous avec une belle moustache. En Italie, Barzali, quand il a quitté Palerme, il est parti en Allemagne. Il n'y a aucun club italien qui a eu le flair de recruter Barzali, qui était pourtant champion du monde en 2006. Bon, même s'il était remplaçant. Et la Juve a fini par le reprendre, je crois qu'ils ne l'ont pas regretté. Donc parfois, on n'est pas capable en Italie de déceler les potentiels et il faut s'arracher à prix joueur des mecs une fois qu'ils ont explosé ailleurs. Ça, c'est un truc qui me sidérera toujours. Mais bon, on va passer au mot de la fin, donc on pourra revenir là-dessus, bien évidemment, ou partir sur d'autres sujets comme toujours, puisque le mot de la fin est propice aux digressions. Nico, c'est à toi. J'en ai jeté un mot là il y a 2 secondes. Moi, je suis content pour lui parce qu'en Italie, on lui a cassé un peu du sucre sur le dos là à la fin. C'était Ancelotti qui est en train de
de faire plaisir à Everton. Personne Mm. comprenait son choix. Et ça me fait plaisir pour un entraîneur qui nous a fait vivre des grands moments sur le banc de touche. On a souvent dit qu'Ancelotti, c'était plus un entraîneur de coupe qu'un entraîneur de championnat, parce qu'il arrivait à transcender ses joueurs et à mettre une tactique en place, surtout dans les grands matchs. Des fois, il avait eu du mal avec le Milan en championnat, malgré des effectifs incroyables, à pourtant aller gagner des Scudetti. Il en a gagné, je crois, juste un seul avec le Milan en 2004, si je dis pas de bêtises. Et au Napoli, beaucoup de monde lui a cassé du sucre sur le dos en disant qu'en gros, il était fini, il était cuit, que le foot moderne, les manières, ses préceptes, c'était terminé pour lui. Je pense qu'il avait de grosses lacunes dans ce Napoli, déjà à la base au niveau de l'effectif, et je pense que même lui a fait beaucoup d'erreurs et ne s'est pas appuyé sur le travail qu'il y a eu de Maurizio Sarri, et que cette défaite, elle est aussi la sienne au Napoli. Mais dire que, oublier, parce qu'il a fait six mauvais mois, que ce gars-là était complètement foutu, alors qu'en Ligue des Champions, le Napoli n'a jamais perdu la gueule dans les grands matchs. Je suis content pour lui qu'à Everton, voilà, il se fasse plaisir. Il avait pris l'équipe, elle était quasiment relégable. Je crois que là, il est aux portes des portes, il est proche des places européennes, enfin pour l'Europa League. Et depuis qu'il est arrivé, depuis janvier, c'est la deuxième équipe derrière Liverpool en Angleterre, en termes de points. Aristip. Du coup, au moment de la fin, ce sera deux, trois petits points. Déjà puisque je suis pas mal la Serie A en dehors du Milan, je voudrais adresser un point d'honneur à cette saison en Serie A qui est, euh, est passionnante. Alors malheureusement passionnante sans notre club préféré, mais c'est vrai que ce trio intéressant que sont qu'est la Lazio, l'Inter et la Juve nous font vivre une saison vraiment sympathique, agréable à regarder, avec des équipes qui s'échangent les premières places chaque saison, chaque journée ou presque. Donc c'est vraiment génial, et on est le seul championnat en Europe où il se passe encore quelque chose avec peut-être la Bundesliga. Vraiment, je me félicite au moins de cette année, même si effectivement le jeu est pas toujours incroyable en Serie A. On est quand même le deuxième meilleur championnat en termes de buts depuis le début de la saison. Le premier, je crois que je dise pas de bêtises. Est-ce que c'est la première ligue? Je crois que c'est pas. Je suis même pas sûr. Mais on est le second en tout cas sur les 5 championnats majeurs en termes de buts marqués. Donc c'est plutôt Moins il y a d'Italiens intéressant. dans les clubs, plus on prend des buts, ça c'est sûr, je l'ai remarqué. On désitalianise, donc on désitalianise les joueurs, le jeu, les équipes, et donc forcément on met des buts comme à l'époque de la première ligue des années 90. Non mais c'est bien, bravo, Et on dé- félicitations. Non, mais c'est ce que je veux dire par là, c'est que on reproche, enfin, beaucoup en France. Moi, j'ai que des amis français. J'ai aucun ami italien. Et c'est vrai que ça fait des années qu'on reproche à l'Italie d'avoir des 0-0, des 1-0. Alors, contrairement à toi, MJ, moi, c'est vrai que j'ai très peu de plaisir à voir des matchs avec 0 but. Ah mais Ça je peut être respecte Aristide, un je très bon respecte. 0-0. C'est pas mon truc. Alors, je dis pas qu'il me Tu es faut un 5-4 progressiste, pour me c'est bien. régaler. Non, je suis pas progressiste. C'est juste que après, j'ai pas besoin, disons, qu'importe le nombre de buts, du moment qu'il y a du beau jeu. Après, je préfère avoir des buts. Je suis comme tout le monde. Hein, j'ai pas besoin d'avoir un 5-4 à chaque match. Cependant, oui, quand il y a des belles frappes, des choses intéressantes qui se passent avec des actions offensives, c'est toujours un peu plus intéressant qu'un jeu qui se passe au milieu de terrain avec beaucoup de pertes de balles, et un jeu à la Kessie et Çalhanoğlu. Hein, Non mais ça on est d'accord. Mais je vais te poser une question. Est-ce que tu as vu comme moi les demi-finales et la finale de la Ligue des Champions 2003? Le derby Milan-Inter et la finale Milan-Juve. j'ai vu la finale. 2-0-0 et puis 1-1 Ouais, ouais. partout. Est-ce que tu as Je vu me ces rappelle matchs? très bien de la. Alors, oui, j'ai Est-ce que vu tu t'es juste la ennuyé? finale Milan-Juve. Non, mais en même temps, c'est pareil. Ah, J'avais 11 ans, hein, ah attention, en oui mais enfin 2003. regarde là aujourd'hui, tu verras, tu J'avais 10, t'ennuieras 11 pas, hein. ans. Oui, non, mais j'en doute pas. Hein. J'ai revu, effectivement, en streaming, enfin en vidéo, parce qu'il y a des vidéos un peu partout, le Milan-Juve. J'ai pas revu le Milan-Inter. Donc, le Milan-Juve, oui, je le revois très bien avec le penalty de Shevchenko à la fin, son regard, etc. 0-0. Donc oui, non, c'était très bien. Après, enfin. Moi, je suis pas à l'opposé à dire s'il y a un 4-2 comme ce derby dont on parle là depuis le début, c'est forcément qu'il y a eu des erreurs. Du coup, s'il y a eu des erreurs défensives, c'est forcément mauvais parce que le foot, c'est pas les erreurs défensives. Je suis pas non plus de l'autre côté. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Donc voilà, alors je me félicite effectivement d'avoir au moins une série A passionnante cette année, que ce soit en nombre de buts. Alors peut-être que tu seras pas d'accord avec moi et je peux le comprendre tout à fait, Non mais mais pas de surtout soucis. avec 3 équipes qui se tirent la bourre, donc c'est plutôt intéressant. Et enfin, j'aimerais rendre un point d'honneur à un entraîneur. Alors Nico l'a fait pour Ancelotti, c'est très bien. Alors
c'est un entraîneur, j'aime pas spécialement l'homme, parce qu'il a entraîné des clubs que j'apprécie pas, mais Antonio Conte, c'est quand même un amour de football. Enfin, on ne peut pas adorer le foot et ne pas aimer Antonio Conte. Ce qu'il fait, c'est quand même incroyable. Il l'a montré à plusieurs reprises, à l'Euro, il l'a montré même avec Chelsea sur certains matchs, il l'a montré à la Juve, où c'est lui finalement qui fait deux finales, je crois, une ou deux finales avec la Juve en Champions League. Mais c'est vrai que Zéro au avec final. Allegri. Antonio Conte, une avec Allegri et Les une deux, avec c'est Conte. Allegri. Non, une avec Conte, Ah, les avec. deux, c'est Allegri. Moi j'ai plus Non, je souvenir suis de Les finale deux, avec c'est Allegri, Allegri. mais je suis pas une avec le suffisamment la Juve pour me Barça. Les rappeler de deux, ça. c'est Allegri. Non, une avec Conte contre le Barça et une avec Allegri. Une Contre le Real. Allegri, c'est le Real Madrid. Je sais pas, contre le Barça il me semblait que c'était Allegri aussi, mais il faudra revoir. Je sais plus. Voilà, pour C'est moi, Allegri, les deux. Conte n'avait jamais passé les huitièmes de finale de Ligue des Champions avec la Juve. Ah, bah peut-être que je me C'est des trompe, trucs j'étais qui certain restent, que c'était ça. Conte. D'accord, bah, très bien. Mais en tout cas, Conte, c'est un des seuls, pour moi, entraîneurs, ça fait partie des top entraîneurs au monde, et c'est un des seuls entraîneurs, tu peux lui donner n'importe quelle équipe, tu peux lui donner 11 bouts de bois et un joueur, sur un match, il est capable de te faire vraiment des miracles. Et du coup, le changement, alors, on parle de la causerie, de la mi-temps, etc., mais qui, quelle équipe, enfin quel entraîneur peut mettre 4 buts comme ça après s'être pris 2-0 en première mi-temps et mettre 4 buts en seconde? Il n'y en a pas beaucoup. Conte, c'est pas la première fois qu'il fait un match comme ça. On dira oui, le Milan est fragile, oui, etc. Mais c'est pas la première fois qu'il fait ça. Sur un match, il peut faire vraiment des choses incroyables. Il l'a prouvé aussi, parce qu'on oublie très vite que Conte, il est pas tombé sur un groupe très facile en Champions League, le groupe de la mort avec Dortmund et Barcelone. Faut quand même les farcir. Et que à chaque fois, le Barça, rappelez-vous ce qu'ils ont fait au Camp Nou en première mi-temps, c'était incroyable. C'était vraiment incroyable. C'est comme c'est exactement du même acabit que ce qu'on a fait contre l'Inter là sur ce match, c'est-à-dire que le Barça ne voyait pas le ballon. Alors après, effectivement, je crois qu'il y a eu 2-2 où ils ont perdu 3-2, mais voilà, Conte est capable de miracles et je voudrais juste saluer cet entraîneur dont on ne parle jamais assez. Alors Montpellier-Marseille 5-4 à une époque aussi, Oui, enfin le tout Montpellier à menait fait. 4-0 et puis je crois que c'est Et Courbis sur le Marseille, banc, il gagne 5-4 si je ne m'abuse, hein, c'est ça. faudra Non, vérifier si, ça. c'est ça. Et C'est ça. non, il y a eu comme ça des retournements de situation dans le foot assez incroyables. On a cité Milan-Liverpool, bien sûr, à une autre échelle, ça ne fait pas Courbis, plaisir de le rappeler. Bon, moi je vais Courbis. finir en disant comme d'habitude, vivement l'Euro, puisque le Variété Club du Monde ça commence à bien faire. Hein, et puis je vais vous souhaiter une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. On verra quand, hein, de toute façon, quand il y aura un match intéressant, on le commentera. Allez, bonne soirée à vous. Salut! Ciao. Ciao.